watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et aujourd'hui on va donc faire un update sur l'affaire Blake Lively, Justin Baldoni. Je m'excuse d'entrée de jeu envers ceux pour qui le sujet, ça ne les passionne pas. Je comprends, c'est pour ça que je ne l'impose plus le dimanche, je le fais en supplément la semaine. Donc voilà, comme ça personne n'est obligé de le regarder et ça mange pas un tea time du dimanche. Bon, il s'est quand même passé pas mal de choses. Je vous invite grandement, pour ceux qui débarquent ici, de regarder d'abord les précédentes vidéos parce que je vais pas tout reprendre à chaque fois. Depuis la dernière fois, ce qui s'est passé, Justin Baldoni a étoffé sa plainte, donc il y a encore plus d'éléments. Il y a également un site internet qui a été ouvert par l'avocat de Justin Baldoni où là il met vraiment en ligne la plainte ainsi que toute la chronologie des faits. Ça c'est super intéressant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va donc voir ensemble les petits points de cette plainte qui sont un supplément par rapport à l'autre, mais il s'est également passé des choses sur les réseaux et également, il y avait une première audience au tribunal le 3 février. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Là, pour l'heure, je vais faire une petite parenthèse sur l'auteurice Colleen Hoover qui a donc désactivé son compte Instagram. Alors, ça m'a fait sourciller plus d'un. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle sent le vent tourner. Alors, effectivement, elle l'a désactivé le 22 janvier. Rappelez-vous, auparavant, elle avait exprimé son soutien à Blake Lively dans un post Instagram. Je vous le remets à l'écran. Elle l'a qualifié d'honnête, gentille et solidaire au moment où Blake Lively avait sorti sa plainte à Noël dernier. C'était avant que Justin balance la sienne. Et donc là, plus de Colleen Hoover sur Instagram. Du coup, les fans se sont posé des questions, à savoir, est-ce qu'elle veut prendre du recul par rapport à tout ça parce que ça sent pas bon? Est-ce qu'elle a peur que ça ait des retombées négatives sur ses œuvres, donc sur ses bouquins? Et certains vont même jusqu'à spéculer sur sa retraite. D'après Simon & Schuster UK, qui ont déjà publié certains des romans de Colleen Hoover et qui vont en publier d'autres. Non, elle ne prend pas du tout sa retraite. Au pire, on pourrait penser qu'elle a un espèce de blocage de l'écrivain comme elle l'avait déjà évoqué par le passé. C'était dans une interview justement en 2024. Elle disait qu'elle n'avait rien écrit de substantiel depuis près de 2 ans. Elle a également reconnu ressentir le besoin d'écrire comme exutoire personnel, mais a expliqué qu'elle n'avait pas pu se consacrer pleinement à un nouveau projet. Mais elle restait optimiste quant au futur concernant son écriture. Alors, mon avis personnel, je pense qu'elle ne peut pas se laisser s'embourber dans cette affaire plus longtemps. Alors, certains étaient un petit peu choqués qu'elle ait soutenu Blake parce qu'elle entretenait de très très bons rapports avec Justin Baldoni. J'ai ma petite idée sur la question. En fait, pour moi, il y a deux réponses possibles au fait qu'elle se soit positionnée du côté de Blake et non du côté de Justin, bien que ce soit, encore une fois, rappelons-le quand même, lui qui lui a donné l'opportunité de porter à l'écran un de ses romans, voire même 2, parce qu'il a les droits pour Jamais plus, mais également la suite. Et ça, c'était avant que son roman cartonne sur les réseaux sociaux, donc avant qu'elle soit vraiment connue. Elle l'a vite oublié, mais Colleen Hoover avait déjà été dans une polémique il y a quelque temps par rapport à son fils. Alors son fils aurait eu un comportement très déplacé avec une jeune fille, on va dire ça comme ça, je vais pas rentrer dans les détails, et Colleen avait soutenu son fils. Bon, après, elle avait un petit peu modéré son discours, mais voilà, déjà, s'était fait taper dessus par rapport à ça. Donc, vous pensez bien que là, suite aux déclarations, aux accusations de Blake, si Colleen Hoover se mettait du côté de Justin d'entrée de jeu, ça aurait fait 2 fois de suite qu'elle ne prenait pas le parti des femmes. Donc là, je pense que clairement, elle se serait encore plus fait démonter sur la place publique. Mais également, comme je l'avais dit, c'est Blake Lively. Blake Lively, Ryan Reynolds, encore une fois, face à Justin, David contre Goliath. Bon, si tu choisis un camp, tu choisis qui si tu veux continuer à briller? Mais j'ai dit 2, mais en fait non, 3 raisons. La 3e, c'est que Colleen Hoover, elle a d'autres chats à fouetter parce qu'elle a son roman Verity qui est en cours d'adaptation à l'écran. Et dedans, on a quand même Anne Hathaway, Josh Hartnett
et Dakota Johnson. Donc Verity, elle l'avait auto-publié en 2018. Il figurait en tête de la liste des meilleures ventes du New York Times. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires rien qu'en 2023. Donc encore une fois, la hype de Jamais plus, qui a été un peu plus tardive, a permis de découvrir tous ces romans. Donc ils ont tous gonflé dans leur vente. Du coup, non seulement elle a ce roman-là qui est en cours de réalisation, de production en tout cas, mais pas que, elle a aussi son roman Reminders of Him, qui va aussi être adapté à l'écran, et Regretting You. Et là, le tournage, il commence en 2025, selon Deadline. Donc, comment vous dire qu'en fait, la Colline, elle peut pas se permettre, si vous voulez, de rester plus longtemps sous le feu des projecteurs. Surtout, en plus, en voyant que ça sent si mauvais pour Blake. Donc, si elle veut pas que sa participation active à tout ce bourbier entache ses futurs projets, elle était obligée de prendre du recul, de se rétracter et de se faire discrète, si vous voulez mon avis. Donc voilà, pour la parenthèse Colleen Hoover, pour ceux qui se posaient des questions. Maintenant, concernant donc la plainte, la nouvelle plainte, je l'appelle comme ça, même si c'est encore une fois la même plainte, mais avec plus d'éléments, de Justin Baldoni contre Blake Lively et Ryan Reynolds. Pour rappel, il leur réclame donc 400 millions de dollars. Niveau sous-sous, Justin a déjà perdu beaucoup. Au-delà de sa réputation, il a perdu beaucoup de pépettes depuis que Blake Lively a porté plainte contre lui. Donc, les nouveaux éléments que je trouvais intéressants dans cette plainte modifiée, alors il y a un échange de textos entre Justin et Ryan Reynolds qui date du 28 février 2023. Bon là on a Justin qui prend un peu son courage à deux mains pour s'adresser à Ryan Reynolds en de très charmants termes. On voit qu'en fait il veut être pote quoi. Lui Justin, pour rappel, il est marié depuis longtemps avec Emily. Sa femme s'appelle Emily. Ils ont des enfants, tout ça. C'est un petit couple tranquille quoi. Et Blake et Ryan, ils ont 4 enfants. En plus, il les a connus à la période où Blake accouchait de son 4e enfant. Donc, il voulait tout simplement être pote avec une famille du même milieu, quoi, tout simplement. Donc, je vous lis les textos. Alors, Justin. Salut Ryan, ici Justin Baldoni, le gars qui a apporté son véritable bagage à son rendez-vous avec votre femme. Alors ça, c'est une expression anglaise. J'ai beaucoup de mal à la traduire en français. Mais en gros, je pense, corrigez-moi en commentaire si besoin, je pense qu'il veut dire que c'est en gros, lui, il est venu au rendez-vous avec Blake en déballant un petit peu tout comment il était. Enfin, moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Quand on parle de bagage, en anglais, ça peut vouloir dire ça, quoi. J'ai demandé votre numéro à Blake il y a plus d'1 mois et je voulais vous envoyer un SMS depuis un moment maintenant, mais mes nerfs ont eu raison de moi. Emily et moi, donc Emily sa femme, avons un très petit cercle. Nous vivons à la campagne à OJ et nous passons tout notre temps ensemble. Nous connaissons tous nos amis les plus proches depuis des années et n'avons pas vraiment d'amis proches avec lesquels ma femme n'est pas également amie, encore moins des amis mariés. Et donc, je suppose que c'est un SMS gênant pour dire que j'aimerais être amie. Je suis content qu'il n'y ait pas de case à cocher, oui ou non. Blake a également envoyé le plus doux des messages à ma femme sans y être invité en disant quelque chose de similaire, ce qui m'a fait encore plus la respecter. Je suis un admirateur depuis des années. Vous êtes dans une classe à part et j'apprécie tellement la façon dont vous évoluez dans le monde en tant qu'homme, mais aussi en tant que couple. Votre équilibre travail-famille et la façon dont vous parvenez à vous présenter non seulement en tant que mari, mais aussi en tant que père est si belle. J'aspire à avoir cet équilibre et j'ai aussi beaucoup de mal à y parvenir. Votre soutien pour qu'elle fasse ce film, donc en parlant de Blake, signifiait tout pour moi. Et quand Blake m'a dit que l'une des raisons pour lesquelles elle et vous avez accepté était grâce à l'amour que j'ai pour ma femme. C'était de loin la raison la plus significative pour laquelle quelqu'un voulait travailler avec moi. J'espère que mes échanges d'SMS avec elle n'ont pas été trop ennuyeux et j'ai vraiment hâte que nous passions tous du temps ensemble. Ma famille vient la moitié du temps, ce qui va être difficile pour moi car nous n'avons pas passé plus d'1 semaine séparés depuis 11 ans, mais nous allons faire en sorte que cela fonctionne et je sais que mes enfants sont ravis de se faire de nouveaux amis parmi les vôtres. Je vais faire tout ce que je peux pour que Blake sorte au moins quelques jours plus tôt, avant la fin. Le planning est toujours en cours d'élaboration car je sais combien il est important pour vous d'être tous ensemble et j'honore cela. Je ne peux pas encore le promettre, mais je ferai tout ce que je peux. Et enfin, félicitations pour votre magnifique fils. Ce gamin a sûrement gagné à la loterie là-haut pour vous choisir tous les deux comme parents. Bon, c'est la fin de mon vomi de vulnérabilité. Tout cela pour dire, j'ai hâte de vous voir tous et peut-être que nous pourrons faire une séance
séance d'entraînement ou deux pendant que je me prépare. Je suis ravie de travailler avec Don, le coach sportif que Blake lui a présenté, qui s'est occupé de lui et qui plus tard répétera à Ryan et Blake que Justin avait fait du fat shaming en demandant combien elle pesait pour savoir s'il pouvait pas se péter le dos, vu qu'il a des problèmes de dos. C'est ce fameux Don, voilà. Plein d'amour. Alors Ryan qui répond « Salut Justin, désolé pour le retard, j'étais dans une grotte d'écriture et les filles sont malades, encore une fois. On m'a dit qu'elles ont un système immunitaire, mais il est en phase de test bêta. Quel message d'amour et de générosité. C'est tout toi. Nous sommes tous les deux impatients de mieux vous connaître, vous et votre famille. Ici aussi, nous sommes de grands fans, déjà depuis avant notre rencontre et encore plus après. Vous avez été un merveilleux collaborateur avec Blake et cela compte beaucoup pour nous deux. Être une personne stand-up stable, on va dire, quelqu'un qui se tient bien droit debout, est important. Et tu es exactement cela depuis le premier jour, uniquement toi. Vous avez décroché le jackpot avec Blake. Elle transmet littéralement chaque film et chaque cinéaste à tout moment. Mais une chose que je sais, et je parle d'une profonde source d'expérience ici, l'avoir dans les coulisses en tant que créatrice est inestimable. Je suis certain que X, alors on ne sait pas qui, dirait la même chose, peut-être Taylor. Certaines des plus grandes décisions créatives que j'ai prises sont en fait de Blake. Il en va de même pour X. Le jeu des acteurs est un petit morceau d'un patchwork assez étonnant de créativité. Plus que tout, je compte sur son goût. Bien au-delà du cinéma, je compte sur son goût pour tous les aspects de mon activité. Cette production créative multidimensionnelle est quelque chose que je peux voir chez vous deux. Je suis ravie que vous travaillez ensemble. Je suis ravie que Blake ouvre sa tirelire créative avec quelqu'un d'aussi dynamique que vous. Ça va être incroyable. Et merci d'avoir compris ce que cela signifie pour moi personnellement de réunir ma famille le plus rapidement possible. Rien ne compte plus pour elle non plus, je peux vous le garantir. Nous sommes programmés pour garder notre famille unie. Ça nous fait gagner, mais ça nous tue aussi quand nous n'y parvenons pas. Nous ne nous sommes jamais séparés. Jamais. C'était quelque chose d'énorme pour nous sur ce film. J'ai essayé de repousser notre date de début de tournage, mais Marvel a réservé des studios en juillet dernier et le timing de X, peut-être Hugh Jackman, était verrouillé. Donc là, on est d'accord, il parle bien du tournage de Deadpool et Wolverine. Donc peut-être qu'il parle de Hugh Jackman. J'étais en train de m'attaquer frénétiquement au troisième morceau du scénario pour faire face aux changements structurels, mais surtout pour réduire notre budget et raccourcir le tournage afin de retourner auprès des filles avant la rentrée scolaire. Nous constatons et apprécions que vous avez déjà modifié beaucoup pour que cela corresponde à son emploi du temps en raison du film sur lequel elle s'était déjà engagée. Tout ça pour dire, je me ferai tatouer le visage de votre producteur délégué sur mon périnée si il, elle ou il au pluriel pouvait comprendre comment commencer 2 semaines plus tôt. Comprenez parfaitement à quel point cette demande est importante, mais le périnée est l'une des parties du corps humain les plus nerveuses et les plus exposées au traumatisme. Je sais. Au plaisir de vous voir et merci encore pour tout ce que vous faites. Il se trouve que je vous adore, Justine. XO, bisous, Gossip Girl. Par la suite, ça on l'avait pas vu dans l'autre plainte, mais vous savez quand Blake a accusé, laissé comprendre, entendre, etc., que Justin n'avait pas embauché de coordinateur de l'intimité sur le film, bon, on a vu que c'était faux, on a tous les documents qui montrent qu'il en avait embauché une. Blake n'a même pas voulu la rencontrer en temps et en heure. Elle n'a même pas assisté aux séances qui étaient prévues avec cette femme. C'est Justin qui a été tout seul et qui a pris des notes. Bon, on a les notes manuscrites. Ça, on n'avait pas vu les photos de ces notes. Donc voilà. Ensuite, 14 avril 2023. On reparle de l'épisode des dragons. À chaque fois, ça me tue. Je repense vraiment à Emilia Clarke Khaleesi quand elle dit « Où sont mes dragons ?» qu'elle pète un plomb. « Where are my dragons ?» Je vous avais lu donc tout cet échange de mails où elle était en train de prendre la tête à Justin pour écrire la scène du toit. En gros, dans les messages, elle lui disait que voilà, elle avait beaucoup travaillé là-dessus, que Ryan et Taylor Swift, effectivement, c'était Taylor Swift, la personne X, avait en gros validé son taf, que c'était génial, etc. Et dans ses messages, elle disait à Justin, oui, ça t'a bien fait rire, mon enthousiasme te fait rire et tout, mais moi non. Et en gros, Ryan et Taylor non plus. Mais elle disait quand même juste après, mais c'est pas grave si t'as pas aimé mes pages.
mais elle lui fait quand même comprendre que ça lui a pas plu qu'il ait ri de son enthousiasme. Bref, elle lui parlait donc de ses dragons, Ryan et Taylor Swift. Donc elle se décrivait comme Khaleesi. Donc c'était le 14 avril 2023. Si tu as l'occasion de regarder Game of Thrones, tu comprendras que je suis Khaleesi et comme elle, il se trouve que j'ai quelques dragons. Pour le meilleur et pour le pire, mais généralement pour le meilleur. Car mes dragons protègent aussi ceux pour qui je me bats. En réalité, nous bénéficions tous de mes magnifiques monstres. Toi aussi, je peux te le promettre. Alors, vu donc le pavé qu'elle lui avait envoyé, on voyait qu'elle était donc vexé qu'il n'ait pas été plus que ça emballé par ses idées. Il avait baragouiné un peu par message que le produit final se situerait certainement entre son script et le sien. On voit les pincettes qu'il prend à chaque fois. Déjà, suite à ce passage de Taylor et Ryan sont mes dragons, selon les internautes, Taylor aurait pris ses distances envers Blake Lively, sa bestie, donc sa meilleure amie. Je sais pas. Franchement, c'est une rumeur qui court, qu'elle n'aurait pas aimé avoir été comparée à un dragon. Elle se serait sentie exploitée pour une tactique d'intimidation. Elle affirmerait également qu'elle n'avait pas l'intention d'assister à la réunion entre Blake et Justin et qu'elle avait été surprise et agacée d'arriver au penthouse de son ami et de constater que la discussion était toujours en cours. Oui, car ça aussi, Justin le dit dans sa plainte, que en gros, un jour, il était chez Blake et Ryan et il a vu une amie célèbre, alors on sait maintenant que c'est elle, et on lui a un peu demandé son avis du coup par rapport à ça, et elle a dit oui. Elle a pas kiffé apparemment. Alors ça, ce sont des rumeurs. Il est vrai qu'on ne les a pas vues ensemble depuis un moment. Moi, ça ne m'étonne pas. Pour tout vous dire, je ne pense pas qu'elle ne soit plus copine du tout. Il faut savoir que Taylor Swift, à mon avis, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas être dans la sauce. Je sais que pas mal d'entre vous m'ont dit que c'était une mean girl. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, une chose est certaine, c'est que Taylor Swift étant Taylor Swift, je ne pense absolument pas qu'elle veuille que sa réputation soit entachée, encore moins pour un drama dans lequel elle a rien à voir. Parce que même si son nom est ressorti, c'est pas son combat. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, je ne me souviens pas du tout qu'elle ait pris parole depuis le début de l'histoire pour défendre Blake. D'autres personnes l'ont fait, d'autres acteurs que Blake a côtoyés, notamment aussi ses costards dans 4 filles et un jean. Par contre, je le répète encore une fois, pas un seul acteur de Gossip Girl n'a ouvert la bouche. Je pensais quand même que quelqu'un allait la défendre là-dessus. Pas un seul soutien. Bon bref, mais Taylor Swift, le fumet qui sent pas très bon, la meilleure copine ou pas, elle va pas s'en mêler. On a donc entendu une note vocale qu'il lui a laissée, qui fait 7 minutes, où, alors là, comment il s'écrase, le pauvre. Il s'excuse auprès d'elle pour sa réaction apparemment tiède à sa réécriture de la scène, mais quand même, il lui dit que par rapport à la contribution de Ryan et Taylor au scénario, il a ajouté « Je voulais juste que tu saches que je n'avais pas besoin de ça », qu'en gros, elle lui dise « Oui, je suis validée par Taylor et Ryan ». Donc, je vous mets l'audio de Justin Baldoni. Hey Blake, it is 2 in the morning. Hopefully this does not wake you up. I want to start with an apology. Man, reading the second part of your message, my heart sank. And I'm really sorry. And you worked really hard on that, and how that made you feel. I just want to say thank you for sharing that with me. That takes a lot of trust and vulnerability, and I feel really grateful that you feel safe enough to tell me that that's how you feel and share that with me. And I'm really sorry. I f***ed up. That is a fail on my part. One thing you should know about me is I will admit and apologize when I fail. I am far from perfect. I am a very flawed man, as my wife will attest. And I'm going to up. I'm going to say the wrong thing, probably, but I will always apologize and find my way back to center. That is one thing I can assure you of. And I'm sorry I made you feel that way. That must have felt terrible. And I will for sure do better. That was not my best weekend, and I should have given it more time. And damn right, you got great friends if that's how you felt and they knew that. And we should all have friends like that, aside from the fact that they're 2 of the most creative people on the planet. The 3 of you guys together is unbelievable. Talk about energy and just a force, all 3 of you. But I just wanted you to know that I didn't need that, because it's really good.
and it's going to make the movie sing like you said, and I'm excited to go through the whole movie with you. I'm just excited to spend time with you. I'm excited to be in your sphere. You and I have been trying to build a relationship, which I think we've done successfully. I mean, here we are talking like this, me into my phone at 2 a.m. And I will be honest with you, that is not my biggest strength. I love being with people and being in somebody's space and being face to face, and I feel like that's where I excel. And I have to say, I'm just really looking forward to spending time together. I'm excited to have a creative partner in that with you. I am so sorry you have been through what you've been through with these other filmmakers and producers or whoever the people were that you worked with. It just me off. Those heads that I'm just still kind of blown away that this is the industry that we're in and that you've experienced that as a woman. And I know I don't need to say it, but that's not at all going to be or will be, and hopefully it's not been the experience with me. And the work that we're doing with the domestic violence partner that we found, No More, and this can be really, really special, and it's going to be special, and you're the secret sauce, and we're the secret sauce. Anyways, I have so much more to say. I'm going to stop rambling because, Jesus Christ, it's been 6 minutes and 30 seconds, so me. I'm sorry. You probably have kids all over you and a baby on your boob, and you're listening to me ramble at 2 a.m. I hope you're feeling better, and give Ryan my love. Thank you for sending me that. It means the world to me that you trust me with your feelings and your thoughts like that, and I can't wait to spend more time with you. Okay, I'm done. Cutting myself off. Good night. Alors, concernant cet audio, il y a quand même des personnes sur Internet qui se sont offusquées, qui ont pointé du doigt le fait qu'il emploie le terme « boobs ». Il dit à Blake, tu dois avoir un enfant sur ton sein et tout, donc je vais te laisser. Franchement, c'est que comment vous voulez qu'il dise ça autrement? Ce terme-là, boobs, elle a aucun tabou là-dessus. Et je rappelle quand même que Blake Lively, elle a fait quoi pour les 1 an de son fils? Un gâteau en forme de ses seins, parce qu'elle savait pas quoi faire d'autre. My birthday cakes always have a little bit of a sense of humor. For my baby, I just did a giant set of which I feel like will haunt him for life. But what do they want at 1? Like, he can't declare what he wants. Yeah. So exactly. boobs. Boobs, because that's what he wants at 1. Yeah. I'll show you a picture after. They're pretty I amazing. need to see of the cake, that. not of mine. Of your also boobs. amazing though. Well, yes, I It's amazing. You need to see that cake. You all need to see the cake. Not the camera. 22 avril 2023, je poursuis dans la chronologie. En préparation d'une séquence de levage, de portée, dans laquelle le personnage de Justin, Ryle, soulève Blake Lively, enfin le personnage Lily. Justin avait donc contacté un entraîneur personnel, un proche de Blake. Pourquoi je reviens là-dessus? On en a déjà parlé, mais là il y a quand même une petite preuve supplémentaire dans cette plainte. Blake avait dit que cette scène n'existait pas. Alors Justin avait dit bah si, elle existait. C'est juste que elle et Ryan ont tout fait pour la faire sauter du film. Mais alors oui, elle était faite. Elle est dans le script, donc on a justement une petite capture d'écran du script. Et il y a également, alors on ne l'a pas vu, mais en tout cas c'est écrit dans la plainte, une vidéo dans laquelle Justin répète la scène avec un double. Donc la scène était bien réelle. Un mytho de plus donc de la part de Blake. Là aussi c'est intéressant parce que il a posé cette question à son coach, Don. Sauf qu'encore une fois, ce coach, c'était le coach à l'origine de Ryan Reynolds et de Blake Lively. Donc c'est vraiment juste de la transmission de mots, quoi. Donc je demande à voir comment l'autre, il a été répété ce que Justin a demandé, parce qu'à mon avis, c'est là où il y a un cafouillage. Donc Ryan, c'est de là qu'il a exigé que Justin supprime complètement la scène de l'ascenseur. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas arrangé qu'il supprime cette scène, parce que pour Justin, elle était assez nécessaire dans l'histoire. Blake, elle a un problème avec son poids. On a vu justement des échanges de messages que je vous mets à l'écran dans la plainte, où Justin essaye de la rassurer sur son poids. Elle demande si c'est possible de faire les scènes intimes où on la voit un peu dénudée en fin de tournage, le temps qu'elle perde 20 pounds, je sais plus combien ça fait en kilos. Et on a Justin carrément qui dislike son message. Il lui dit mais non, t'inquiète pas pour ton poids et tout, je veux absolument pas que tu te tracasses avec ça. Elle lui dit oui, mais tu sais, moi avec Ryan, on a de nos films comme des athlètes, etc. Bon, ok, je comprends, elle est mal à l'aise avec son corps, elle vient d'accoucher, etc. Et rappelez-vous déjà des interviews, je vous en mettrai quelques petits extraits, où Blake prenait à chaque fois très mal quand on relevait qu'elle était enceinte. First of all, congrats on your little bump.
Congrats on your little bump. You have a baby at home, and you have a baby on the way. Congratulations. What makes you say that? The shark told me. You know you don't ever say that to a woman. Il y a également un ancien designer, chef costumier, je ne sais plus, qui justement s'est exprimé auprès de cette journaliste Christie. Il a dit qu'il avait travaillé sur un shooting avec Blake Lively. C'était à l'époque où elle tournait Gossip Girl. Et il veut pas dire son nom, hein. Il veut pas de problème ni rien. Mais il expliquait qu'en fait, il avait besoin de ses mensurations pour faire du shopping pour la séance photo. Et du coup, il avait contacté la costumière de Blake Lively sur le tournage. Et en fait, tous les vêtements de Blake, les étiquettes avec la taille étaient coupées. La costumière lui avait expliqué que en fait, Blake, on lui disait qu'elle faisait telle taille. Alors qu'en fait, elle faisait un peu plus, mais du coup, il coupait les étiquettes pour pas qu'elle le voie. Parce qu'elle supporte pas, en fait, de voir qu'elle fait 2 tailles de plus qu'elle voudrait faire. Exemple. Donc, oui, alors... C'est triste d'un côté, me direz-vous, parce que elle a une espèce de dysmorphophobie, on va dire, je sais pas comment elle se voit, si elle se voit grosse, alors que pour moi, elle est très très mince, il n'y a pas de souci là-dessus. Peu importe, pression des standards hollywoodiens, etc., elle a un souci avec son image corporelle, comme beaucoup d'actrices, on va pas lui en vouloir là-dessus. Par contre, là où moi ça me pose problème, c'est que tu fais payer aux autres tes propres insécurités. Donc là, quand on voit quelqu'un justement qui lui dit en long, en large et en travers qu'elle est très bien, qu'il n'y a pas de souci, etc., elle peut se sentir mal à l'aise quand même, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller mettre ça dans une plainte en disant qu'il la traite de grosse, en demandant combien elle pèse pour pas se péter le dos en la soulevant, ça va loin quand même. Ça, c'est un problème entre Blake et elle-même. Donc bref. Ensuite, bon bah là pareil, il y a aussi un échange de mails où là c'est vraiment plus des on-dit, hein. C'est concret, la garde-robe. Justin avait dit dans sa plainte qu'elle avait imposé sa propre garde-robe. Encore une preuve qu'elle n'a pas lu le livre, parce que Lily Bloom, c'était pas du tout ça. Elle s'est complètement plantée. Il y avait une garde-robe de prévu, elle a imposé la sienne. Et ça a entraîné des coûts supplémentaires astronomique. Donc ça, c'est le 25 avril 2023. On a la productrice déléguée du film qui fait part de ses inquiétudes concernant l'explosion du budget de garde-robe résultant du rachat de Blake. Le budget garde-robe est de 185 000 $. Notre équipe de la garde-robe, ils ont déjà dépensé 615 000 $. Et ils en sont que au shopping Justin et Blake. C'est beaucoup plus que je n'ai jamais vu pour une garde-robe concernant le budget initial dépensé. Ensuite, alors ça, j'avoue, j'étais un petit peu choquée, mais on n'a pas vraiment de précision. On apprend que Blake Lively a fait pression pour que Justin vire son assistante réalisatrice. Le 3 juin 2023, après avoir fait face à la pression de Sony et de l'un des producteurs du film qui pensait que Blake ne répondait pas favorablement à la première assistante réalisatrice, Justin et Jamie East, son collaborateur, ont pris la décision difficile de licencier la première assistante directrice, malgré le sentiment qu'elle était injustement un bouc émissaire. Dans leurs échanges textuels, tous deux ont exprimé leur malaise face à la décision. Oui, donc on voit cet échange où ils sont dégoûtés. Cette décision a créé des troubles sur le plateau, car la première assistante réalisatrice, a joué un rôle central dans la production, faisant de son remplacement un défi de taille. Néanmoins, ils ont finalement accédé à la demande de Blake et de Sony de la remplacer. Je sais pas pourquoi Blake a décidé qu'elle voulait pas. Elle voulait plus la voir. C'était une femme, hein. On voit she dans les textos, donc c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a eu contre cette bonne femme? On ne sait pas. C'est dommage, j'aurais voulu le savoir. Ensuite, le casting du film. Le 22 juin 2023, on a donc Isabella Ferrer, la jeune Lily, Alex Neustadter. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer son nom. Bref, le jeune Atlas et Brandon Sklenar, Atlas plus vieux, qui ont participé à une interview dans le cadre de la promo du film. Bon, bah là, il n'y a rien à signaler, hein. Que des éloges sur Justin, mais vraiment que des éloges. Il est formidable, travailler avec lui, c'est un vrai plaisir. Des éloges et des éloges, des tartines d'éloges. Encore une fois, hein, moi je vous avais expliqué ce que j'en pensais de ces trois-là. Hein, voilà, quand on voit qu'après ils ont été photographiés aux avant-premières de Deadpool et Wolverine, que Brendan a intégré la WME
l'agence de talent qui a viré Justin, mais qui représente aussi Blake et Ryan à la même période. Hein. Bon, voilà, on a compris. Hein. Bon, en tout cas, à l'époque, il n'y avait aucun souci. Hein. Justin était formidable. Et donc, avançons, le reste, on l'a vu. Le 6 mai 2024, on a Justin Baldoni et Colleen Hoover qui organisent un événement de lancement de bande-annonce au studio Sony et ils tournent du contenu promotionnel pour faire la promo du film. Ok, bah c'est la dernière fois qu'on va voir Justin en présence de Colleen Hoover. Alors là, je l'avais évoqué, on avait des échanges de messages entre Justin et ses monteurs où ils expliquaient que la projection test du montage de Justin et du montage de Blake, en termes de ratio, c'est Justin qui remportait haut la main le public visé. Bah là, on a mieux les ratios. On les voit beaucoup mieux. Sony et Wayfarer ont organisé une projection officielle du test d'audience du montage de Blake à Aliso Fierro en Californie. Les résultats ont révélé que la version de Blake a obtenu un taux d'approbation de 82% auprès des femmes de moins de 35 ans, soit 12 points de moins que la version de Justin, 94%. Un responsable marketing de Sony a contacté Blake pour discuter des scores. Au lieu d'honorer sa promesse initiale, donc elle devait arrêter de faire sa diva si le montage de Justin avait plus de succès et enfin faire ce qu'on lui demandait, quoi. Bon bah non, elle a pas respecté ça. Elle a continué dans son refus de promouvoir la version de Justin, quelle que soit la performance d'audience. Donc la menace, c'était que si on ne prend pas mon montage, je ne ferai aucune promo du film et Colleen Hoover non plus. Donc cette affirmation était profondément décourageante car la relation de longue date entre Colleen Hoover et Justin Baldoni et Jamie Heath était une relation de respect mutuel, de confiance, d'admiration. 6 juin 2024, Wayfarer et Sony payent pour une deuxième projection officielle du test d'audience du dernier montage de Blake. Les scores ont légèrement augmenté dans tous les domaines, atteignant 83% chez les femmes de moins de 35 ans, toujours 11 points de moins que le seuil de Justin. 12 juin 2024, Wayfarer, pour rappel, Wayfarer c'est la boîte de prod de Justin, est informé que Blake a déclaré à Sony qu'elle montrerait au public de Book Bonanza, un événement, sa coupe du film, quelle que soit l'approbation de Sony ou de Wayfarer. Elle a ensuite admis lors de l'événement que le studio l'avait supplié de ne pas montrer le film, mais finalement, il n'avait pas la possibilité de dire non, car elle avait apporté le film avec elle dans l'avion. 14 juin 2024, Blake, Colleen Hoover, ainsi que Brandon Sklenar et Isabelle Ferreira assistent au Book Bonanza pour promouvoir la sortie du film. Wayfarer a seulement été informé que Brandon et Isabella y seraient présents le jour de l'événement. Sony a ensuite informé Wayfarer que c'était Blake qui avait contacté Brandon Sklenar et Isabella Ferrer et payé leur voyage ainsi que leur hébergement. D'accord ? Le réalisateur n'est pas au courant quand même. Il faut ne pas non plus oublier tout ça. La Blake, elle est en train de faire sa promo et de décider qui elle invite dans le film. C'est du grand n'importe quoi, hein, franchement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, on sait qu'elle lui a tout pris dans son film, elle a tout imposé. Mais alors là, carrément, de faire venir les acteurs de son plein gré, sans même demander l'approbation des studios, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Alors, du 20 au 24 juin, là, c'est encore plus lunaire, 2024. Abel, donc la publiciste de Justin Baldoni, elle envoie un mail à l'équipe marketing de Sony pour s'enquérir d'un tournage de contenu que Blake semble avoir coordonné avec Maximum Effort, la société de production de Ryan Reynolds. Je vous dis, c'est de mieux en mieux. Sony, au moment de la première sensibilisation de Jennifer Abel, n'était pas au courant des projets du tournage de ce contenu qui était prévu les 27 et 28 juin. Plus tard, Sony a attesté du fait que Blake et Maximum Effort dirigeaient le show. Jennifer Abel était naturellement préoccupée par l'optique de l'ensemble du casting effectuant un tournage de contenu sans la présence du réalisateur et de l'acteur et du producteur. Enfin, il fait tout, Justin, là-dedans. Non. Ce serait plus tard quelque chose que le public prendrait également en compte et augmenterait les rumeurs et la presse négative avec lesquelles Blake serait en désaccord. Donc 28 juin 2024, la société Maximum Effort de Blake et Ryan ont organisé le tournage de contenu pour la campagne promotionnelle du film avec l'ensemble du casting et l'autrice du livre, mais sans Justin bien sûr. Le tournage du contenu comprenait la réalisation d'arrangements floraux par les acteurs, la préparation de biscuits, le jeu du Pictionary, la création
création de collages et d'autres concepts développés par l'équipe de Maximum Effort pour soutenir la promotion du film. Ils ont ensuite posé pour des photos apparemment mises en scène par des paparazzi avant de dîner ensemble. Des arrangements floraux, des biscuits, je n'ai rien à dire. Encore une fois, c'est un livre qui traite quand même de violence conjugale. Mais on retient les fleurs, les biscuits et le scrapbooking. Donc oui, on voit les photos, c'est mignon. Donc on arrive au 2 juillet 2024. Lors d'une vidéoconférence Zoom entre Wayfarer et Sony Marketing, Wayfarer a appris que Sony avait dû traiter de nombreuses notes et révisions du plan marketing à la suite du tournage de ce contenu. Pictionary, tout ça. Étant donné que Sony a fini par embaucher la société de Ryan Reynolds Maximum Effort pour produire le contenu promotionnel du film, le coût du tournage a considérablement augmenté en raison de leurs honoraires plus élevés que ce que Sony avait initialement budgétisé. Ça, je trouve que c'est incroyable. Parce que, rappelez-vous, on avait quand même compris que c'était Sony et Blake qui s'étaient mis d'accord sur la stratégie marketing qui appuyait sur les fleurs, sur la positivité, que c'était un super film d'été, mon Dieu. Et Justin, de son côté, rien à voir. Il était resté aligné sur ce qu'il avait dit depuis le début, à savoir parler des violences conjugales, parler aussi de l'espoir, bien sûr. Il mettait aussi l'accent sur le fait que s'il y avait des hommes qui se reconnaissaient dans ce comportement toxique, qu'ils pouvaient se faire aider, se faire soigner, que c'était pas forcément la fin des haricots pour eux. Et il est resté là-dessus. Il était en partenariat, pour vous rappeler, avec No More. Donc là, non seulement on comprend que Blake, toute seule, a pris l'initiative d'embaucher la boîte de son mari, Maximum Effort, pour faire un tournage promotionnel à sa façon, à elle, toute seule, donc sans apparemment la validation de qui que ce soit, et que c'est donc suite à ça que Sony a dû tout repenser et s'aligner là-dessus. Et ils ont même du coup embauché la boîte de Ryan. Moi, ça m'hallucine perso. Et qui en plus coûte une blinde, et ça, c'était même pas ce qui était prévu, parce que justement, là, c'est stipulé dans la plainte. On le voit dans un échange de messages entre Blake et Justin. Ça date de janvier 2023, où elle dit, Blake, que Maximum Effort fonctionnerait gratuitement pour la famille. Donc, bien qu'il ait finalement approuvé cela, Wayfarer a été informé que Sony n'était pas autorisé à accéder directement aux images pour lesquelles ils avaient payé. Les images de cette promo biscuit arrangements floraux et d'autres idées originales qui passaient complètement à côté du film, contournant la question de la violence domestique au détriment de toutes les personnes impliquées. Comme indiqué dans l'email, Sony n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'impliquer durant le tournage de cette promo. Et puis ouais, gratuit pour la famille, là c'était plus gratuit quoi. Bon, avançons. 15 juillet 2024, Wayfarer est informé que Ryan Reynolds a contacté l'agent personnel de Justin chez WME. On a un peu plus de précision sur cette histoire. Au cours de l'appel, Ryan Reynolds intensifie son attaque contre le personnage de Justin, le traitant de prédateur dérangé. L'agent de Baldoni raconte à Wayfarer qu'il a fait de son mieux pour raisonner Ryan et contester les affirmations absurdes, mais Ryan n'était pas disposé à envisager un contre-récit. Donc là, c'est intéressant parce que dans l'autre plainte, c'était un peu, on aurait pu le prendre comme une rumeur. Voilà, Wayfarer avait entendu dire que Ryan avait voulu traiter Justin de prédateur pour le faire sauter de WME. Bon là, on sait maintenant que c'est le propre agent de Justin qui a eu Ryan au téléphone et que voilà, c'est comme ça que Justin l'a su. Donc là, c'est bien, au moins on sait que ça vient d'une personne, une vraie personne quoi. Ryan a réitéré que Justin ne devait pas assister à la première du film le 6 août, déclarant « Personne ne veut de lui là-bas ». Lorsque l'agent de Justin partage cette conversation avec Justin et Jamie East, tous deux sont perturbés par les efforts continus de Ryan Reynolds pour nuire à la réputation de Justin au sein de l'agence. Et ça va continuer. Le 22 juillet 2024, Blake Lively, Ryan Reynolds et d'autres membres du casting de Jamais Plus assistent à la première de Deadpool et Wolverine. Vous avez mis des photos. Lors de l'after party, Wayfarer a été informé que Ryan Reynolds avait approché un cadre supérieur de WME et avait exprimé son profond mépris pour Justin, allant jusqu'à suggérer que l'agence travaillait avec un prédateur S. Ensuite,
On arrive à la première du film sans Justin, hein, pour rappel, qui est envoyé au sous-sol. Il faut absolument pas qu'il croise le chemin de Blake. Du coup, le 7 août 2024. Des articles sur une potentielle querelle de casting ont commencé à circuler en ligne et les discussions sur les réseaux sociaux se sont intensifiées. Le public remarque que les acteurs n'ont plus suivi Justin sur les réseaux et les fans observent qu'il était absent de toute promotion. Cela confirme les inquiétudes de longue date de l'équipe de Baldoni et de Sony. La situation éclipsait le film. Justin Baldoni et Wayfarer craignaient que cela ne sape également le message du film. Toujours le même jour, on a Melissa Nathan. Donc pour rappel, la femme que Justin Baldoni a embauchée comme experte en gestion de crise. Oui, qui s'est également occupée de l'affaire Johnny Depp. Mais ça, je sais que ça en a fait tiquer certains. Mais c'est pas parce qu'elle s'est occupée de l'affaire de Johnny Depp que c'est un monstre. Comme je l'ai dit sur Instagram, si on va par là, Leslie Sloan, la publiciste de Blake Lively, elle a monté sa boîte grâce à Harvey Weinstein. Donc bon, si on veut jouer à qui est le plus diabolique des deux, bon, voilà, à vous de juger, mais de taper sur Melissa Nathan parce qu'elle s'est occupée des relations publiques de Johnny Depp, bon. Melissa Nathan et Jennifer Abel continuent d'effectuer le travail décrit dans la portée des services de TAG, l'agence de com, qui à ce stade impliquait la surveillance de la couverture médiatique et des conversations sur les réseaux sociaux, la correction et la mise à jour des articles et des gros titres en temps réel. 8 août 2024 à 10h11, Melissa et la publiciste de Blake Lively, Leslie Sloan, parviennent à un accord selon lequel ni l'une ni l'autre ne communiquera directement avec un journaliste avant d'en informer l'autre. Et 9 minutes plus tard, Leslie Sloan rompt son accord avec Melissa Nathan en discutant avec un journaliste du Daily Mail. Ça aussi, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. Leslie Sloan poursuit activement ses discussions avec le journaliste du Daily Mail, semant de fausses informations pour jeter Justin sous un jour négatif. Leslie Sloan tente de dépeindre Justin comme l'antagoniste, déclarant « L'ensemble du casting n'aime pas Justin. Rien à voir avec Blake. Ils paniquent tous car le casting le déteste. » Toujours le même jour, le 8 août 2024, on a Stephanie Jones, la fameuse, alors je rappelle vite fait, hein, c'est donc la patronne de Jones Works, une agence de publicistes qui a dans son équipe Jennifer Abel, donc elle s'occupe de Wayfarer, de Justin Baldoni. Mais c'est elle qui a trahi Justin en donnant tous les échanges de textos à Blake. Vous la resituez ? Alors cette bonne femme, donc le même jour, le 8 août, hein, elle tente de se réinsérer dans les bonnes grâces de Justin et Wayfarer tout en mettant Jennifer Abel sur la touche, bien qu'elles bossent toutes les deux dans la même boîte, on est d'accord. Donc elle contacte Stephanie Jones, hein, un journaliste du Daily Mail au sujet d'un article sur Justin et Blake Lively. On a Jamie Hiss qui appelle Stephanie Jones pour préciser qu'en raison de la sensibilité de la situation, il se sent plus à l'aise avec le fait que ce soit Jennifer Abel qui dirige les communications plutôt qu'elle. Jamie Hiss réitère que Stephanie Jones devrait s'abstenir de prendre toute mesure au nom de Justin Baldoni ou de Wayfarer jusqu'à nouvel ordre. Stephanie Jones ne prend pas bien cela et se lance dans une tirade insistant sur le fait qu'elle parlera à qui bon lui semble et que Wayfarer ne peut pas l'empêcher de blanchir son nom. Tout ça, tout est sourcé dans la plainte. Hein. Le 12 août 2024, WME, l'agence de talent, Jennifer Abel et Jamie Hiss discutent d'une énième conversation entre WME et Ryan Reynolds. Donc WME partage que Ryan Reynolds et Blake Lively sont furieux contre Wayfarer et Justin Baldoni pour les avoir positionnés comme faisant la promotion du film comme un film Barbie, tout en élevant, en portant au nu Justin, qui parle de messages plus sérieux. Ryan et Blake croient prétendument que Melissa Nathan est responsable de cette position et exigent que Wayfarer publie une déclaration de contrition assumant la responsabilité de la presse négative envers Blake et Ryan. Ils préviennent WME qu'en l'absence de conformité, ils ne prendraient plus de gants. Non mais... Est-ce que vous vous rendez compte du culot ? Ça m'a halluciné. En fait, là, ils sont en train de dire
que c'est à cause de Justin et de sa boîte que tout le monde se fout de la gueule de Blake qui fait une promo à la Barbie et qu'ils ont fait exprès de mettre Justin en avant, qui parle du bon message et tout. Mais c'était ce qui était prévu depuis le début. C'est vous qui avez fait n'importe quoi, les gars. Eh ben non. Ryan, il dit non, c'est pas vrai. Et en plus ça, Justin, tu vas t'excuser et prendre le blâme pour toi. Non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Ryan Reynolds dit à WME qu'il rédigerait personnellement une déclaration que Wayfarer publierait immédiatement. Jamie Heath et Jennifer Abel sont étonnés que Ryan et Blake blâment Justin et Wayfarer pour leur cauchemar de relations publiques auto-infligées. Eh oui, Jamie Heath avait constamment communiqué que ni Wayfarer, ni Melissa Nathan, ni aucun membre de leur équipe ne manipulait Internet, ni utilisait des robots ou ne diffusait des histoires sur le personnage de Blake ou de Ryan Reynolds. Tous les articles de presse étaient organiques et résultaient directement de l'approche marketing de Blake Lively elle-même. 12 août 2024, ce soir-là, 2 dirigeants de WME, Jamie Heath et Jennifer Abel, participent à un appel pour réviser la déclaration rédigée par Blake Lively et Ryan Reynolds au nom de Justin Baldoni, Jamie Heath et Wayfarer. Après examen, WME est d'accord avec Wayfarer sur le fait que la déclaration est vague, implique une culpabilité sans substance et ne parvient pas à résoudre les problèmes en question. De plus, si l'objectif était d'atténuer l'attention négative en ligne dirigée contre Blake, la déclaration aurait l'effet inverse. En réponse, Wayfarer, Justin et Jamie Heath rejettent la demande, refusant fermement de publier toute déclaration, assumant faussement la responsabilité de problèmes inexistants. Et oui, donc on a ce communiqué. 12 août 2024. Jennifer Abel partage avec Melissa Nathan que Blake et Ryan veulent que Justin publie une déclaration. Toutes deux sont choquées par cette demande et déclarent n'avoir jamais rien rencontré de similaire dans leur carrière. Melissa Nathan conseille à Justin de faire appel immédiatement à un conseiller juridique. Ça pue, effectivement, ça pue. Ensuite, on en arrive au 21 août 2024 où Jennifer Abel, qui voulait déjà démissionner, qui avait d'ailleurs envoyé sa lettre de démission à Stephanie Jones. Bon bah là, elle est convoquée dans les bureaux Jones Works. On la fout dehors, donne-nous tout ce que t'as, tes affaires et tout, y compris son téléphone avec sa puce personnelle, son numéro de téléphone. Et donc là, Stephanie Jones s'est servie. Donc ça, c'était le 21 août. Et du coup, le 20 décembre 2024, Blake Lively dépose sa plainte auprès du département des droits civils de Californie. Alors poursuivons parce que c'est pas terminé. Il y a encore autre chose qui a été rajoutée par rapport au New York Times. Ça m'a fait rire parce qu'ils sont pas doués pour mentir. 20 décembre 2024, donc le jour où on apprend la plainte de Blake. La journaliste du New York Times, Megan Towey, contacte Wayfarer au sujet des allégations formulées par Blake concernant une plainte déposée. Le même jour à 2h du matin. Il y a un représentant de Wayfarer qui répond à cette journaliste et nie les allégations de Blake. Et pour autant, le lendemain, le 21 décembre 2024 à 10h11, elle a publié l'article qui est donc intitulé « Nous pouvons enterrer n'importe qui à l'intérieur d'une machine à diffamer Hollywood ». Et le 24 janvier 2025, on découvre que les principales images utilisées dans l'article du New York Times contiennent des métadonnées datées des jours avant la publication. Cet article rédigé en partie par cette Towey, alors non seulement elle a publié l'article avant l'heure butoir, mais en plus elle n'a pas pris en compte ce que l'équipe de Justin a rapporté, a nié. Donc déjà, niveau journalisme, on repassera. L'étroite coordination entre l'équipe de Blake Lively et le New York Times, probablement quelques mois avant le dépôt de la plainte, est évidente et a maintenant été prouvée sans aucun doute grâce aux détectives internet du monde entier. C'est là où c'est dingue, c'est que grâce aux détectives du net, ils ont pu rajouter ça dans leur plainte, un truc qu'ils n'avaient pas vu. Alors le New York Times, il a chargé des images et d'autres fichiers de données pour son site web en utilisant une convention de dénomination de fichier qui indique la date à laquelle le fichier de données en question a été créé ou chargé sur le site web. Donc comme les membres du public l'ont vite découvert, les URL de diverses images dans l'article pointent vers des dates antérieures au 16 décembre 2024. Donc pour vous compreniez, normalement, ils ont rédigé l'article le jour où Blake a diffusé sa plainte. Donc elle a communiqué avec eux. Sauf que là, vu que les photos qui ont servi pour l'article étaient chargées avant, datées d'avant, ça veut dire qu'ils ont eu accès à la plainte de Blake avant. Donc ça veut donc dire qu'elle a travaillé avec le New York Times
bien avant qu'elle dépose sa plainte. C'est pas fini, hein. Comme d'autres membres du public l'ont souligné, les données des robots d'exploration du web semblent indiquer que le PDF de la plainte de Blake, lié dans l'article, a été téléchargé sur les serveurs du Times encore plus tôt, le 10 décembre 2024. Il est intéressant de noter que le fichier PDF lui-même semble avoir été créé au plus tôt le 21 décembre 2024, du moins selon les propriétés du fichier. Il y a même des raisons de croire que le Times avait travaillé sur l'article des mois auparavant, au moins au 31 octobre 2024. Des observateurs attentifs ont rapporté que la visualisation du code source HTML de l'article a révélé des références à un message qui faisait référence à une date du 31 octobre 2024. Je vous invite grandement à aller voir sur le site donc la plainte complète ainsi que toute la chronologie. Il y a 2 documents. Vous avez tous les échanges de messages de toute l'équipe en fait de com de Justin et on voit les échanges de messages avec l'ARP donc de Blake, avec la Stephanie Jones qui veut mettre son grain et qui voilà, avec différents journalistes qui ont communiqué avec eux, comment ils leur ont répondu, ce qu'ils leur ont répondu. On voit qu'en fait leur rôle a été juste de limiter la casse. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui accusent encore Justin, ils n'ont pas eu la plainte, c'est pas possible. Récemment, donc qu'est-ce qui s'est passé? Dans une lettre datée du 23 janvier 2025 et obtenue par People, on a l'avocat de Justin, pas Brian Friedman, mais Kevin Fritz, qui a demandé au juge de refuser l'ordonnance de silence que Blake Lively a demandé. Il qualifie ça de tactique d'intimidation, qu'ils ont voulu qu'il y ait carrément un juge qui interdise à Brian Friedman de parler. Donc il y avait, comme je vous dis, une conférence de pré-procès qui s'est déroulée le 3 février, mais déjà en amont, on a les avocats de Blake Lively et de Ryan Reynolds qui ont voulu exiger auprès du tribunal que l'avocat de Justin Baldoni, Brian Friedman, soit empêché de participer à la déposition sous serment de Blake Lively dans le cadre du procès qu'il oppose à Justin. Une demande qui n'a pas manqué de scandaliser le camp de Justin, dont la réaction ne s'est pas fait attendre. En aucun cas, il n'était possible pour Blake Lively d'exiger la mise à l'écart d'un représentant légal de la partie adverse de manière arbitraire. Alors, il y a une date de procès qui est prévue pour le 9 mars 2026 par le juge fédéral de New York, Lewis G. Lehman, mais ça pourrait être annulé si les 2 parties trouvent un accord entre-temps, mais il a également dit là le 3 février que ça pouvait être avancé. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc ce 3 février? Le juge a refusé d'imposer les restrictions sur l'avocat de Justin Baldoni. Il a ordonné aux 2 parties de respecter les règles de conduite professionnelle de New York qui interdisent aux avocats de faire des commentaires ayant une probabilité substantielle d'induire en erreur, d'influencer, si vous voulez, un jury. Mais les règles permettent également aux avocats de parler à la presse pour protéger leurs clients de toute publicité négative. Et Brian Friedman a déclaré qu'il acceptait ces règles. Le juge n'a imposé aucune restriction supplémentaire. Voilà donc ce qui s'est passé, pas grand chose en vrai. Donc voilà, tout ce qu'ils voulaient, Blake et Ryan, non. Cette dernière partie de vidéo maintenant, on en vient, les rumeurs. Candace Owen, je pense que vous la connaissez tous, des sources sur le tournage, tout ça, voilà. Lui ont parlé, ça vaut ce que ça vaut. Mais ces rumeurs, elles disent qu'en fait Ryan était jaloux de Justin Baldoni par rapport à Blake Lively. Alors jaloux pourquoi? On ne sait pas. Moi je ne rejoins pas vraiment les commentaires qui disent que Blake serait tombée amoureuse de Justin. Je comprends pourquoi certains pensent ça. Je me dis oui, c'est possible que Ryan soit jaloux sans aucune raison, ou parce qu'il a vu quelque chose qui lui a pas plu. Peut-être juste une bonne entente. C'est pas forcé qu'il soit passé un truc entre Blake et Justin pour qu'un mari soit jaloux. Juste une bonne entente, c'est suffisant pour qu'un jaloux pète un plomb. Mais selon cette source-là, donc Ryan aurait vu une certaine bonne entente entre Justin et Blake, ça lui aurait pas plu. Du coup, il se serait imposé de plus en plus souvent sur le tournage, il aurait mis son nez un peu partout et il aurait du coup influencé Blake, qui s'entendait donc très bien avec Justin, l'a plus poussé à faire ce que lui fait sur ses films, à prendre le contrôle, etc. Donc, ce qui me gêne dans cette rumeur, c'est qu'en fait, on est en train de déresponsabiliser un peu Blake en disant qu'elle est sous le joug de son mari et qu'elle fait ce qu'il lui demande. C'est possible, mais encore une fois, la réputation de Blake, maintenant on la connaît, il y a plein de choses qui sont ressorties. Moi j'étais
j'étais sidérée. Je savais pas tout ça sur elle. Des gens qui ont bossé avec elle. Alors avec ses fans, c'est une chose. Avec ses fans, apparemment ça va. Mais c'est vraiment avec les équipes sur les tournages. Ça va pas du tout. Une autre rumeur dit que Blake Lively, justement, elle venait d'accoucher, les hormones, tout ça. Ryan, il bosse sur Deadpool et Wolverine. Justin, il est gentil, donc peut-être qu'elle aurait craqué pour lui. Mais lui, il lui aurait mis un vent, quoi, parce que non, il est marié, il aime sa femme, tout ça. Donc elle l'aurait pas supporté, donc elle lui aurait pourri la vie. Pourquoi pas aussi? Why not? Moi, tout ça, j'y crois pas trop, en fait. Voilà. Toutes ces rumeurs-là, j'en suis pas convaincue. Mon avis, je vais vous le donner en partie parce que je vais pas faire une synthèse, la vidéo serait trop longue. Là, pour l'instant, je vais juste donner mon avis sur tout ce que j'ai vu. Tout ce que je vois là, de mes yeux, dans la plainte de Justin, toutes les preuves, si vous voulez. Je ne peux pas défendre Blake, je ne peux pas, parce que concrètement, elle lui reprochait quoi? Le sniffage dans le cou, etc. Dans sa plainte, il était écrit que la scène devait se dérouler sans aucun son, qu'il ne devait pas parler, et que Justin est sorti de son personnage pour lui dire tu sens bon. C'est faux. On voit que dans la vidéo, là, les rushs, elle fait que de parler, elle. Donc ceux qui m'ont mis en commentaire, on voit qu'elle est mal à l'aise et tout ça, mais c'était pas ça le sujet de la plainte. Elle peut être mal à l'aise parce que c'est une scène intime, je sais pas quoi. Mais voilà, n'oublions pas ce qui était stipulé dans la plainte. Ça, déjà, ça tient plus. Ensuite, elle avait dit qu'elle était complètement nue, quasiment, avec un tout petit bout de tissu pour la scène de l'accouchement. C'est faux. Elle avait dit que l'acteur qui fait les gynécos, c'était juste un pote à Justin. C'est faux. Oui, c'est un ami, mais c'est un acteur avant tout. La fameuse vidéo de l'accouchement de la femme de Jamie Heath, qu'elle a pris pour une vidéo PORNO, là. On a vu donc l'image. Comment on peut prendre ça pour du PORNO? Très belle image, et c'est la seule qu'elle a vue. Elle n'a pas vu la vidéo. Ensuite, il y avait le fait que pendant qu'elle allaitait dans sa caravane, là, tout le monde rentrait comme dans un moulin, on la voyait à poil. On voit les messages où elle dit elle-même viens Justin, je suis en train de pomper mon lait, mais pas de souci, viens répéter. Et on voit encore d'autres messages, de toute façon, où elle les invite à venir dans sa caravane pour faire des réunions et tout. Bon, ensuite, il y avait quoi d'autre? Qu'elle avait imposé 30 points pendant la grève des scénaristes avant de revenir bosser. C'est faux, il y en a 17. Là, c'est dans sa plainte qu'elle a sorti 30 points. Et en plus, même dans ses propres règles qu'elle imposait, c'était déjà en place depuis le début. La coordinatrice de l'intimité, elle était embauchée. Blake n'a pas voulu la voir. Elle reprochait ça dans sa plainte. Ça tient pas debout, ça a été démonté. Ensuite, elle dit que Justin l'a traitée de grosse. Mais c'est même pas lui qui l'a dit, c'est son coach. Donc là, si vous voulez, c'est qui a dit quoi? Il reste quoi d'autre? Qu'elle avait chopé le Covid et que c'était pas acceptable, je sais pas quoi. Il y a plein de messages où on voit que les protocoles avaient été mis en place. Quand elle est tombée malade, il y a Justin qui lui a proposé un docteur, genre naturopathe. Il lui avait recommandé dans la plainte, elle dit qu'en fait, il l'a envoyé voir une nutritionniste. Parce qu'elle était grosse. C'est faux. La campagne de diffamation, on voit qu'elle a magouillé les messages. On voit qu'elle les a tronqués pour rentrer dans son sens. Parce que on peut enterrer n'importe qui, on va la cancel et tout. Quand on voit l'ensemble des messages, mais le sens change complètement. Donc Blake, il reste quoi de sa plainte? Plus rien. Les fameuses scènes où elle dit que Justin l'a embrassée à plusieurs reprises, tout ça, ça a été filmé. Bon, on les a pas vus, mais dans la plainte, en tout cas, c'est filmé. C'est elle qui a improvisé ces scènes-là. C'est elle qui l'embrasse. Et c'est vrai, rappelez-vous, en plus, on a vu des images de ça dans la rue où c'est Blake qui est en train de diriger Justin. Le mec, il est comme ça, il n'ose même pas la toucher d'ailleurs. Moi, ça m'avait un peu interpellée à cette époque-là. Je me suis dit, waouh, il est archi respectueux. On voit qu'il bouge pas, il est raide comme un piquet. Et celle qui l'attrape et qui montre comment il doit la prendre et tout. Donc on voit qu'elle elle dirige le truc, quoi. Parce qu'il n'y a pas non plus 15 milliards de scènes où les personnages s'embrassent dans le film. Donc il reste quoi en fait qui lui ait parlé de son addiction au PORNO là? Comment le savoir? Parce que c'est un sujet qui n'est pas inconnu. Justin il en parle ouvertement. Le truc qu'il pouvait communiquer avec les morts, je sais pas quoi. On ne sait pas s'il lui a vraiment dit. Peut-être que par rapport à la foi Baha'i, c'est quelque chose qui est possible, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qu'elle aurait pu apprendre à l'extérieur. Et quand bien même ça fait léger, enfin ça c'est pas du harcèlement S. Donc il reste quoi en fait dans cette plainte concrètement les gens? Moi je veux bien, mais dites-moi ce qui reste. Il y a rien. Et même là, tout ce qu'elle reproche à Justin sur la campagne de diffamation sur elle, on voit tout le travail des RP. Et la seule qui aurait pu foutre un peu le dawa,
Ils l'ont dégagée, c'était Stephanie Jones. Et ils lui ont même dit de la boucler, de se taire et de ne rien faire. Là, à un moment donné, je suis désolée, la fille, elle est insupportable. Elle peut être très gentille, mais quand elle a décidé qu'elle voulait un truc, elle lâche pas le morceau. Et elle a volé son film à ce gars. Elle l'a jeté comme un chien dans un sous-sol avec sa famille. Ces photos-là m'ont brisé le cœur. Encore une fois, hein, si jamais il sortait un truc waouh, je serais la première à faire mon mea culpa et à m'incliner. Mais pour l'instant, c'est Justin qui me fait mal au cœur. Je me dis, mais ce mec, il en a tellement pris avec eux, mais quel cauchemar d'être tombé sur eux, quoi. Donc voilà les amis. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve plus tard dans la semaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.